j'ai l'énorme plaisir d'accueillir Samir Hamama, qui est professeur de médecine de la reproduction, de biologie de la reproduction au CHU de Montpellier, et qui est chercheur et scientifique. Et c'est à ce titre-là, cher Samir, que j'ai souhaité que tu sois là pour ce forum, puisque nous sommes en train de regarder par le trou de la serrure de l'avenir ce qui va se passer avec la reproduction. Et je sais que Samir travaille et connaît le travail des autres chercheurs sur la création de spermatozoïdes et d'ovules à partir de cellules qui ne soient pas des cellules germinales. C'est vrai que si ça devient possible, ça change complètement la donne. Et je voulais que vous, public, vous puissiez vous approcher de ces recherches, les comprendre, voir où ça nous mène, et puis vous faire votre idée personnelle sur le bien fondé de cette recherche et sur l'utilisation qu'on pourrait éventuellement en faire. Samir, je te laisse présenter ta table ronde, sachant que Pierre Jouanet est déjà connu de tout le monde. Merci beaucoup Israël pour ton invitation. Bonjour à tout le monde. Et je suis très honoré de participer pour la première fois aux Journées européennes de bioéthique animées par le professeur Israël Nizan. Et je suis très heureux d'être entouré aujourd'hui pour ces débats de la reproduction de demain de 3 éminentes personnalités. Je commencerai par le docteur Catherine Rongière de Strasbourg. Et après, je laisse la parole à chacun de se présenter brièvement. Et puis le professeur François Viella, juriste, parce que je pense que c'est important d'entendre les juristes. Et puis Pierre Jouanet, il se joindra à nous dans quelques instants, le temps qu'il arrive. Je donne la parole à Catherine. Tu vas te présenter en quelques mots. En temps très court, puisque vous m'avez vu déjà plusieurs fois depuis le début du forum. Donc, je suis gynécologue obstétricienne. Je suis coordonnatrice du centre d'AMP de Strasbourg. Je coordonne aussi le comité d'éthique du pôle de gynéco-obstétrique de Strasbourg et je participe à une société nationale qui est la Société de médecine de la reproduction et qui est très engagée aujourd'hui sur l'ouverture des états généraux de la bioéthique. Merci Catherine. François. Bonjour à toutes et à tous. Et merci à Samir d'avoir pensé à faire penser à moi au professeur Israël Nizan. Alors comme on vous l'a dit, moi je suis le vilain juriste qui va venir nous interroger sur les questions des différences entre les possibles et le souhaitable, peut-être, étant précisé donc que je suis professeur de droit, je dirige un centre de droit de la santé et une équipe de recherche et je mets un petit peu aussi mes pieds dans les plates-bandes de l'éthique au Conseil d'orientation de l'espace éthique d'Occitanie et surtout dans le comité local d'éthique du CHU de Montpellier pour faire de l'éthique clinique et surtout appliquée. Et c'est à ce titre que j'ai pu me préoccuper de questions extrêmement délicates où l'on voit que bien ceux qui pensent que le droit peut régler tous les problèmes d'une société sont très vite déçus. Merci François. Pour compléter la présentation, j'essaie de la parole à Pierre pour te présenter en quelques mots. Tu es connu mais c'est important. Bonjour et pardon pour le retard. Je m'appelle Pierre Jouanet et j'ai une formation de biologiste de la reproduction. Donc j'ai travaillé dans ce domaine en tant que médecin et j'ai fait de la recherche aussi dans ce domaine. Récemment, j'ai coordonné un groupe de travail à l'Académie de médecine qui s'est intéressé à ces nouvelles techniques d'ingénierie génétique qui permettent de modifier les gènes et modifier le génome comme CRISPR-Cas9, dont vous avez déjà entendu parler sans doute. Et on a réfléchi aux possibilités d'utiliser cette technologie pour modifier les gènes au niveau des embryons et au niveau des cellules germinales. Et donc c'est là où ce travail va rejoindre
le thème d'aujourd'hui, puisque je vais vous parler des possibilités qu'il y aurait de non seulement faire des gamètes artificielles, mais faire des gamètes sur lesquelles on agirait du point de vue de leur composition génétique. Merci à tous les trois. Moi, j'avais prévu cette diapo pour illustrer un peu l'esprit, ce que l'on appelle les gamètes artificielles, afin que tout le monde se comprenne bien et surtout qu'on comprenne le langage avec lequel on voudrait vous introduire ces débats d'aujourd'hui. Comment je peux... Voilà. Alors, vous le savez, on est en plein révision des états généraux de bioéthique. 2 mots sur l'assistance médicale à la procréation. Et Louise Brown, aujourd'hui, c'est le premier enfant, ce qu'on l'appelait à l'époque l'enfant de l'amour, à 40 ans cette année. Et bien entendu, grâce au professeur Robert Edwards et puis Patrick Steptoe, eh bien, ils étaient à l'origine de la première naissance en 78. Et je vous rappelle, là, aujourd'hui, même 40 ans après, je crois qu'il faut rester humble et modeste. Nous ne maîtrisons pas tout ce qu'on fait. Et vous connaissez le taux de succès aujourd'hui en France, même dans le monde. En gros, un couple sur 4 arrive à voir et réaliser son projet parental. Donc, autrement dit, il y a pas mal d'échecs. Et c'est dans les échecs qu'on essaye de comprendre pour améliorer les choses. Mais, donc, pour introduire le sujet de notre débat d'aujourd'hui, la question est la suivante. Est-il concevable d'obtenir in vitro des gamètes artificielles à partir des cellules souches embryonnaires ou IPS? Les cellules souches embryonnaires, comme son nom l'indique, quand vous voyez là, vous avez l'embryon au 5e jour. Je sais pas, j'ai pas de flèche. Si. Voilà, où j'ai mis le flèche. Cet embryon du 5e jour, il a 2 parties grosso modo. Une partie, ce qu'on appelle la masse cellulaire interne, ou le bouton embryonnaire, futur bébé en cas d'énidation, et les cellules qui l'entourent, ce qu'on appelle de trophoplastes, futur placenta. Et en cas de nidation, bien entendu, l'enfant, le petit va se mettre en route. Donc, et qu'est-ce que les chercheurs ont fait? Eh bien, on peut extraire cette masse cellulaire interne à partir de laquelle on peut la rendre à l'origine de plus de 200 sortes de tissus divers et variés. En 2 mots, ces cellules de la masse cellulaire interne, il suffit de les mettre dans un milieu de culture avec des cocktails de facteurs de croissance, faire ce qu'on appelle la culture orientée, eh bien on peut obtenir, si on veut, des cellules de myocarde, de neurones, de dopaminergiques, etc. Mais là, ça pose le problème sur le statut de l'embryon. Comme vous le savez, avec toute la réglementation, au travers cet embryon au stade préimplantatoire, c'est la famille, c'est la société, c'est Dieu, c'est le commencement de la vie, c'est sa définition, à quel moment la vie commence, etc. En 2007, eh bien, de manière concomitante, à 1 semaine d'intervalle, une équipe japonaise et une équipe américaine, ils ont publié d'excellents papiers pour dire on peut, au lieu de partir des cellules souches embryonnaires, extrait de l'embryon préimplantatoire, on peut prendre quelques cellules de la peau, vous voyez, imaginez, cellules différenciées déjà, cellules adultes, qu'on peut les rendre naïves et à partir desquelles on peut leur donner le même statut que le cellule souche embryonnaire. C'est ainsi, le prix Nobel de médecine de 2012 a été attribué à 2 chercheurs, l'un anglais, c'est Sir Gordon, qui en 81 était à l'origine des premiers travaux chez la souris, et les japonais Yanamaka, qui étaient à l'origine, à 1 semaine d'intervalle avec l'américain, c'était mois d'août 2007, eh bien, qui était à l'origine de la première lignée des cellules souches induites, I comme induite. Ce qui fait que, à partir de là, on s'est dit, ben, on peut contourner les statuts de l'embryon avec tout le problème qu'il pose, et puis essayer d'obtenir des gamètes. Voilà un exemple. On part des cellules déjà adultes, donc on ne touche pas à l'embryon. Et là, vous avez comment on est capable d'obtenir des cellules germinales à partir des cellules souches induites. Ces gamètes, aujourd'hui, sont tout à fait fonctionnels, puisqu'il y a même des naissances, des surissons qui se marient entre eux, alors qu'eux, ils sont issus de gamètes artificielles.
Mais jusqu'à il y a 5 ans, donc vous voyez, c'est récent dans l'histoire de l'humanité, une découverte étonnante. On vous a toujours dit, mesdames, vous êtes nées avec un stock ovarien, un capital ovarien extrêmement épuisé. Et entre votre naissance et votre puberté, il y a même 9/10 ce qui vous restait à la naissance, faisant en sorte qu'entre votre puberté et votre ménopause, eh bien, on aura 200 ovules de qualité sur un capital de 7 millions quand vous étiez dans le ventre pendant la vie intra-utérine. Donc on est quelque part dans un ratio 1 pour 1000. Donc c'est un capital extrêmement fragile. Et il y a un Américain, il a dit, ben, c'est pas vrai, y compris chez les femmes monopausées, s'appelle Tilly, T-I-2-L-Y, de Massachusetts, pour dire, il y a des cellules rares, soit, mais productrices de futurs ovules chez la femme. Il a récupéré des ovaires chez des individus qui venaient pour le changement de sexe. Il est allé placer ces cortex ovariens contenant ces follicules chez des souris SCID. Qu'est-ce que ça veut dire, souris SCID? Ce sont des souris qui n'ont pas de système immunitaire, donc il n'y a pas de rejet. Et 15 jours après, il a récupéré pour montrer que ces cellules somatiques colorées, ils sont devenus tous ovules. Donc la question est, est-ce que les femmes pourront-elles un jour ovuler toute leur vie? Alors il est vrai aussi, l'espérance de vie de plus en plus s'allonge, et tant mieux, mais on essaye de vivre de mieux en mieux. Donc la question est, est-ce qu'on ne peut pas retarder de quelques années? C'est une question qu'on est en droit de se lever, mais pour laquelle je ne crois pas qu'on puisse répondre par oui ou par non. Décaler de quelques années l'âge d'entrée en ménopause, qui donne la possibilité à une jeune femme de pouvoir procréer. Je sais ce qu'ils vont me dire, et ça va être l'objet de notre débat sur la maternité tardive. Et enfin, donc c'est les éléments pour dire, pour moi c'est la découverte des dernières années la plus significative, de dire que oui, il y a des protocoles et que la fin vraiment d'un dogme, selon moi, les femmes produiront des ovules tout au long de leur vie. Je ne crois pas, mais je pense aujourd'hui les gamètes artificielles va pouvoir, tout à l'heure dans les débats de ce matin, on va pouvoir contourner le problème de l'anonymat, le problème financier, le problème du voyage procréatif. Eh bien, imaginez, on prend quelques cellules de la peau, la même homme, on peut à partir de ces cellules de la peau fabriquer des ovules et fabriquer des spermatozoïdes. Et là, je dirais, il y a une sorte de fécondation monoparentale. Vous voyez, techniquement, c'est possible, mais pour l'instant, ce sont des pistes, des réflexions que je voudrais soumettre à votre réflexion. Donc, imaginons que la fertilité des femmes ne serait plus limitée à la ménopause, que les situations chez les hommes d'azoospermie verraient une solution à la préservation ultérieure de leur fertilité. Imaginons qu'une personne pourra prétendre également à procréer avec des gamètes issus de ses propres cellules adultes différenciées. Serait-il possible un jour de déterminer à partir de même individu des gamètes mâles et de gamètes femelles, et leur fécondation mutuelle donnerait une reproduction monoparentale avec les conséquences, bien entendu, de la consanguinité? C'est un problème. Je vous remercie. Et là, je céderai la parole à nos intervenants qui vont chacun, en ce qui les concerne, aborder cette question de gamètes artificielles et la reproduction de demain. L'honneur aux femmes, au bleutel juriste, François. Redoutable honneur, je vous remercie, docteur. Medicus non sum. Donc, je ne suis pas médecin. Je suis entouré de médecins assez régulièrement, mais donc j'autorise le professeur Hamama de me taper sur la tête si jamais je dis des bêtises sur le plan scientifique. Donc je vais aborder, et c'est peut-être un peu curieux, la question sous l'angle de la normativité et particulièrement de la normativité juridique. Mais juste avant, le terme même de gamète artificielle est intéressant puisque le terme artificiel est ambivalent. Si vous reprenez le dictionnaire de l'Académie française, artificiel, c'est fait selon les règles de l'art, c'est fait avec art, donc dans le respect des règles, mais c'est aussi dans un autre sens ce qui sert à déguiser et à tromper. Donc selon le choix que l'on fait de l'artifice, finalement,
que cherche-t-on à tromper? Peut-être la nature, mais c'est aussi respecter, on a évoqué des protocoles, respecter des règles, les règles de la recherche, et puis le passage de la recherche aux soins, le cas échéant, dans un environnement normé. Un environnement normé en rappelant que la norme juridique, elle est relative. Montaigne, Pascal l'ont dit, hein, plaisante justice qu'une rivière borde, vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà. Donc ce qui est vrai chez nous, pour un temps dans une société donnée, ne l'est pas chez nos voisins. Et aujourd'hui, dans un espace mondialisé de la reproduction, ça crée aussi des tensions et des problématiques particulières en droit. La question qui va se poser aussi du cadre juridique des gamètes artificielles, si on dépasse le champ de la recherche pour arriver à une application à l'homme, c'est de savoir quel est l'objectif de l'assistance médicale à la procréation à partir du moment où le technique est possible, est-ce que c'est souhaitable? Jusqu'à présent, les lois de bioéthique ont choisi d'imiter la nature. C'est-à-dire que l'on permet l'assistance médicale à la procréation si, de façon naturelle, un enfant pouvait advenir. Les choses sont probablement en train de changer, mais jusqu'à présent, il fallait une infertilité dans un couple. Sachant que ça ne prive pas d'autres personnes de la parentalité, c'est juste la reproduction qui est impossible, puisque nous connaissons en droit français une filiation élective ad opto, par l'adoption, et donc ceux qui ne peuvent pas être accueillis dans la reproduction assistée, dans l'assistance à la procréation, ont d'autres choix. Une infertilité pathologique, mais quid des nouveaux mouvements de revendication, de prise en charge de l'infertilité sociale? Les personnes qui vivent seules, les couples de deux personnes de même sexe ont aussi des désirs d'enfants, avec un article de la Convention européenne des droits de l'homme qui garantit à la fois le droit au respect à la vie familiale, à la vie privée, mais aussi à la vie familiale. Et quelles sont les portes d'entrée de la vie familiale? Il y a le couple, et notamment le mariage. En France, la porte est ouverte pour tout le monde depuis 2013. Et puis il y a l'enfant. Mais sur les questions des frontières de la vie, la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg a bien dit on est dans la marge d'appréciation des États, qui est soumise au contrôle bien entendu, mais c'est aux États de réguler. Et pour le moment, la loi française régule par l'imitation de la nature. Alors indéniablement, la question des gamètes artificielles est un progrès scientifique. Un progrès scientifique impossible, mais est-ce que c'est pour autant insouhaitable à ce jour dans notre société? C'est une question qui mérite d'être posée. Et est-ce qu'on peut, comme le disait la tradition ecclésiastique puis les Lumières, c'est régresser que ne pas progresser? Non progredi est regredi. Ou faut-il prendre le temps d'étudier les choses? Sur cette question, le juriste dit il y a deux tentations perverses. Écrivait Bertrand Mathieu. La première tentation, c'est de maintenir les principes juridiques dans une tour d'ivoire en ignorant complètement les avancées de la science et les évolutions de la société. La seconde, c'est de se contenter d'un rôle de transcripteur, de notaire, pour dire bien, si c'est possible, il faut que cela soit. Donc on a un progrès scientifique en termes de recherche. Plus spécialistes nous diront si on peut envisager une mise en pratique et à quelle échéance. Mais elle posera, cette mise en pratique, la question à la fois de la sécurité, de la fiabilité au regard des données acquises de la science, donc d'une certaine certitude, parce que le but n'est pas comme chez la souris d'arriver à féconder, mais bien au-delà de la possibilité de féconder, de donner naissance à un enfant dont le développement ne sera pas perturbé par ce mode de procréation, que ce soit au stade du développement embryonnaire et fœtal, que ce soit après la naissance. Donc il faut ici avoir des certitudes.
Et une fois que ces certitudes scientifiques sont levées, alors bien la question perturbe le droit. Pas le juriste, hein, je fais partie des juristes un petit peu imperturbables, qui se posent plus de questions qu'ils n'ont de réponses, hein, d'ailleurs. Mais ça perturbe le droit, et je conclurai par là. Ça perturbe le droit parce que si on passe à une phase de mise en œuvre sur l'assistance à la procréation grâce à des gamètes artificiels, ça déplacera la frontière des possibles, mais déplacer une frontière ne supprime pas la frontière. Donc il y a toujours des gens qui seront au-delà de la frontière et qui souhaiteront rentrer. À quelle application ouvrira-t-on l'utilisation de gamètes artificiels? Il y a la procréation impossible, c'est-à-dire absence de gamètes, hein, une personne qui ne peut pas avoir d'enfant faute de gamètes. On est dans le champ classique des lois de bioéthique. Est-ce qu'on l'ouvrira à d'autres personnes, au-delà d'une infertilité pathologique, à une infertilité sociale? Est-ce qu'on l'ouvre aux procréations tardives? Et cela présente des avantages. Le premier avantage, c'est qu'on déplace la difficulté sur la pénurie de gamètes et la pénurie de donneurs. Ça déplace aussi la question de la levée de l'anonymat ou pas, mais ça ne fait que le déplacer. Dira-t-on à l'enfant qu'il est issu de gamètes artificielles tirées de cellules pluripotentes? Et puis, ça perturbe surtout, et je conclus, le droit au regard du lien de filiation. Le lien de filiation, comment sera-t-il établi? Aujourd'hui, certitude, mater semper certa est. La mère est toujours certaine, pater nunquam, le père parfois. Vieille règle juridique. Quid de l'enfant né de gamètes artificiels? Alors, au risque de vous surprendre, bien la question se pose déjà par analogie dans une situation qui a priori n'a rien à voir et que je suis en train d'étudier pour une juridiction en tant qu'amicus curiae, dans le cadre de personnes transidentitaires. Vous savez peut-être que depuis 2016, pour changer juridiquement de sexe à l'état civil, il n'y a plus besoin de passer par la chirurgie. Et voilà un couple hétérosexuel, une dame et un monsieur, mariés, 2 enfants, dont le monsieur devient juridiquement une dame. Sans intervention chirurgicale, le couple opère un rapprochement, un 3e enfant naît d'un couple de 2 femmes, dont une des femmes est le géniteur. Comment établir le lien de filiation? Ça pose une question à laquelle le juriste ne répond pas. Qu'est-ce qu'une famille? Qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'une mère? Je vous renvoie au livre des rois et au jugement de Salomon. La mère n'est peut-être pas seulement la femme accouchée, c'est celle qui aime. Je vous renvoie, si vous n'avez pas le livre des rois chez vous, à la trilogie de Pagnol. Maître Pagny, c'est peut-être autant père que Marius, parce que quand l'enfant est né, il pesait 3 kilos, il en pèse désormais 6. La différence, dit César, c'est 3 kilos d'amour. Mais est-on prêt, dans notre société, à envisager une filiation par possession d'État et une filiation par le cœur? C'est une question à laquelle je ne répondrai pas aujourd'hui. Merci beaucoup François. Je cède la parole au professeur Joannet. Merci. Je vais revenir sur quelques aspects scientifiques de cette question parce que il me semble que pour pouvoir avoir une réflexion éthique pertinente, il faut quand même bien comprendre les questions scientifiques et les enjeux qu'elles posent. Que vous partiez d'une cellule souche embryonnaire ou d'une cellule souche adulte, enfin obtenue de cellules adultes, pour obtenir des gamètes, des spermatozoïdes et des ovocytes, il y a 3 étapes. Premièrement, cette cellule souche, la première étape, c'est qu'elle forme ce qu'on appelle, ce qui existe dans la nature, une cellule germinale primordiale. C'est-à-dire que la cellule souche pluripotente doit se transformer en cellule différenciée germinale, qui est la cellule germinale primordiale. Cette cellule germinale primordiale, elle n'est pas sexuée.
C'est-à-dire que cette cellule germinale primordiale, elle peut aussi bien donner des spermatozoïdes que donner des ovocytes, quelle que soit la cellule de départ, qu'elle soit prise chez un homme ou chez une femme. Ce qui va faire que cette cellule germinale primordiale va aller vers la lignée mâle ou la lignée femelle, c'est que l'on la mette dans un environnement, qui est l'environnement soit du testicule, soit de l'ovaire. Donc quand on met cette cellule germinale primordiale dans le testicule, elle va se transformer en cellule souche goniale, mâle, ce qu'on appelle une spermatogonie souche, et ensuite cette spermatogonie va se différencier en spermatozoïde. Donc, vous voyez, il y a ces trois étapes. Cellule germinale primordiale, obtenir une cellule souche masculine pour faire des spermatozoïdes, et similairement chez la femme. Si on met la cellule germinale primordiale dans un ovaire, on va avoir des cellules souches féminines qui vont ensuite donner des ovocytes. Ces processus ont été réalisés chez différentes espèces, pas complètement dans l'espèce humaine, mais chez la souris, par exemple, on a pu fabriquer des spermatozoïdes et des ovocytes à partir de ces cellules souches, spermatozoïdes et ovocytes qui ont fécondé et qui ont donné des embryons, des petits, qui eux-mêmes se sont reproduits par la suite. Donc, dans d'autres espèces, c'est possible. On peut imaginer que dans l'espèce humaine, on y arrive un jour, en sachant qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre quand même, parce que il faut, à partir des cellules souches, obtenir des gamètes, et que c'est très compliqué parce qu'il y a des phénomènes cellulaires et des phénomènes génétiques, mais aussi des phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire qu'il y a des modifications épigénétiques qui se font pendant la spermatogénèse ou pendant l'ovogénèse. Bon, je ne rentre pas trop dans les détails là. Mais pour la discussion, ce qui est intéressant, c'est justement cette dualité des cellules souches, de donner soit des spermatozoïdes, soit des ovocytes. Et donc, on peut très bien comprendre que si, par exemple, un couple de femmes avant le couple de femmes, prenons un homme stérile, comme vous évoquiez, qui n'a pas de spermatozoïdes, on peut prendre des cellules souches à partir de cellules adultes de peau, par exemple, ou autres chez lui, et fabriquer des spermatozoïdes. Et donc, ces hommes, théoriquement, pourraient procréer avec leurs propres gènes plutôt qu'avec les gènes d'un donneur de spermatozoïdes. Et on pourrait ainsi éviter d'avoir recours aux dons de spermatozoïdes. Pareil chez la femme, pour éviter le recours aux dons d'ovocytes. Mais il y a d'autres applications possibles, et justement, c'est celle des couples de femmes. Deux femmes qui souhaitent avoir un enfant. Aujourd'hui, il y en a une qui va donner des ovocytes. On va utiliser les spermatozoïdes d'un donneur. On va féconder ces ovules, soit in vivo, soit in vitro, et cette femme va donner naissance à un enfant. Mais ces deux femmes peuvent, comme beaucoup de personnes, souhaiter procréer avec leurs propres gènes, et pas les gènes d'un donneur. Et donc on pourrait imaginer que chez une des deux femmes, on prenne des cellules souches, qu'on fasse à partir de ces cellules souches des spermatozoïdes, qui ensuite féconderaient les ovocytes de sa partenaire, de sa compagne, pour avoir un enfant. Et donc, dans ce cas-là, les deux femmes auraient un enfant issu de leurs gènes respectifs. Le seul petit détail dans cette affaire, c'est le suivant. Si vous prenez une cellule chez un homme, quelle qu'elle soit, toutes les cellules d'un homme sont porteurs de deux chromosomes sexuels, X et Y. Et la moitié des spermatozoïdes qui est produit sont soit X, soit Y, et ces spermatozoïdes fécondants donnent naissance à des garçons et des filles. Une femme, elle a des chromosomes sexuels qui sont XX. Si on faisait des spermatozoïdes à partir d'une cellule de femme, tous les spermatozoïdes seraient porteurs de l'X. Et donc, tous les enfants qui naîtraient de l'utilisation de spermatozoïdes seraient des filles. Il n'y aurait plus de garçons. Et donc là, il y aurait peut-être des questions éthiques qui pourraient intéresser M. Derville, qui discutait ce matin, c'est qu'on aurait une procréation où il n'y aurait pas de père, comme ça se passe actuellement quand un couple de femmes a un enfant par insémination artificielle. Mais ça serait aussi une procréation sans homme, puisque le spermatozoïde n'aura pas été donné par un homme, mais aura été issu de la femme. Et ça serait une procréation sans fils. Pas de père, pas d'homme, pas de fils. Que des femmes, de génération en génération. Alors c'est peut-être pas très grave. Peut-être qu'après tout, on peut imaginer une société sans hommes. Moi, je suis pas contre, personnellement. Enfin, ça me gênerait un peu, mais bon, je suis pas contre.
Mais voilà, vous voyez, quand on réfléchit à ces questions, à partir de ces données dont on dispose, alors on n'en est pas encore là, parce que je pense que l'application humaine est à très long terme, mais vous voyez le genre de questions qui peut se poser. Alors, sans prendre trop de temps et sous le contrôle d'Israël, juste ce dont je vous parlais au départ. On possède aujourd'hui des technologies qui nous permettent de modifier les gènes. Ces technologies qu'on appelle d'ingénierie génétique ou de modification ciblée du génome. Et ces technologies sont beaucoup plus faciles d'utilisation, simples d'accès, pas très chères à faire. Et donc là, ces outils moléculaires se répandent à une vitesse extraordinaire dans tous les laboratoires de recherche en biologie, médicale et non médicale d'ailleurs, puisque la technologie s'applique aussi bien pour les plantes, pour les animaux que pour l'espèce humaine. Très très nombreuses applications. Est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire ce qu'on appelle la thérapie génique germinale, c'est-à-dire pour modifier des gènes au niveau embryonnaire des cellules germinales qui vont permettre d'obtenir un enfant qui sera modifié et qui ensuite se reproduira lui-même. C'est une situation qui suscite beaucoup de débats, beaucoup de questions. Est-ce qu'on peut intervenir à ce niveau-là? Mais on peut aussi se dire, mais est-ce qu'il y a des raisons médicales pour lesquelles on pourrait envisager ça? Elles ne sont pas très nombreuses, mais oui, il y a des raisons, parce qu'il y a des personnes qui sont porteuses de mutations géniques graves, qui entraînent la naissance d'enfants très gravement malades, et donc on peut chercher à éviter la transmission de ces mutations. Alors, vous pouvez dire, mais il y a le diagnostic prénatal, il y a le diagnostic préimplantatoire. Alors c'est vrai pour beaucoup des situations, mais pas pour toutes. Il y a des situations où le diagnostic préimplantatoire n'est pas possible parce que, quel que soit l'embryon, ils sont tous atteints de la mutation et tous les enfants seront malades plus tard. Et donc, par exemple, quand un homme ou une femme est atteint de la chorée d'Huntington et homozygote pour le gène responsable, tous les embryons sont porteurs du gène et tous les enfants plus tard pourront développer la maladie. Donc, dans ce cas-là, on peut se dire, bon, mais alors peut-être que plutôt que de trier des embryons, on pourrait essayer de corriger le gène au niveau des cellules germinales ou des embryons et obtenir la naissance d'enfants qui ne sont pas porteurs de la mutation et atteints de la maladie. Donc la question se pose au niveau des embryons, mais à mon avis, ça sera plus réalisé au niveau des cellules germinales. C'est-à-dire que si un homme est porteur de mutations de la chorée de Huntington, on pourra prélever des spermatogonies, des cellules souches testiculaires. Cet homme produit des spermatozoïdes normalement, sauf que ces spermatozoïdes sont à risque parce qu'ils sont porteurs de la mutation. On pourrait prélever des spermatogonies, modifier le gène au niveau des spermatogonies, faire proliférer ces spermatogonies, comme ça se passe dans le testicule, pour contrôler sur ces spermatogonies que la modification souhaitée a bien été effectuée, qu'il n'y a pas des effets secondaires, ce qu'on appelle des effets hors cible, qui sont une des conséquences possibles de ce type de manipulation. Remettre ces cellules sexuelles dans le testicule de cet homme pour qu'il produise des spermatozoïdes non porteurs de la mutation qui permettraient d'avoir un enfant non atteint. Ça n'a jamais été encore fait dans l'espèce humaine et je pense que c'est assez loin, mais ça a été fait chez la souris. On a pu ainsi modifier les gènes sur des spermatogonies de souris pour obtenir des petits par les techniques dont je parlais tout à l'heure. Si c'est la femme qui est porteuse de la mutation, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'un homme, on peut prélever des spermatogonies au niveau des testicules. Une femme, elle n'a pas de cellules souches dans ses ovaires. Les cellules souches, elles n'existent que dans l'ovaire fœtal. Toutes les cellules souches des cellules germinales féminines se transforment en ovocytes dans l'ovaire fœtal. Et donc, pour pouvoir agir, il faudra aller prélever ces cellules souches dans le fœtus féminin, ce qui, en pratique, se révèle très compliqué, mais sinon complètement impossible. Donc, une autre manière de procéder serait de prendre des cellules souches adultes à partir de biopsies cutanées et de faire des ovocytes, cette fois-là, à partir des cellules souches, on ferait des ovogonies souches, on modifierait ces ovogonies souches selon le processus que je décrivais chez l'homme, on vérifierait que la mutation est corrigée, on ferait des ovocytes et on ferait des enfants. Donc, voilà, vous voyez comment des technologies très sophistiquées, qui sont à la pointe de la recherche, peuvent se rejoindre pour poser des questions d'application potentielle, notamment chez l'être humain,
et toutes les questions éthiques que cela induit, que vous avez évoquées, et qu'on pourra discuter si vous voulez. Merci beaucoup Pierre pour cette approche complémentaire dans cette table ronde concernant les gamètes artificielles. Alors, est-ce que la question, à partir de ces gamètes artificielles, risque-t-il de retarder l'âge de mettre le bébé en route? Eh bien, c'est Catherine qui va essayer de nous parler de la maternité tardive. Merci. Alors, avant de parler de la maternité tardive, je voulais quand même reprendre un peu les choses rapidement. Finalement, par rapport aux patients qu'on rencontre qui nécessitent un don d'ovocytes ou un don de sperme, je pense que ce serait formidable, finalement, d'avoir ces gamètes artificielles, de leur permettre de, finalement, transmettre leur génome sans avoir besoin de passer par un tiers donneur. Ça pourrait éventuellement aussi régler quelques soucis dont on a parlé hier, l'anonymat, la gratuité, le don en général. Donc c'est assez intéressant, d'autant plus, et je voulais le souligner, que le double don est interdit en France, c'est-à-dire on a le droit de faire un accueil d'embryons, d'utiliser des embryons d'un autre couple et qui a été donné de façon tout à fait altruiste à des couples qui ont un double problème, féminin et masculin. Par contre, le double don en France n'est pas autorisé, pour des raisons que j'ai un peu de mal à comprendre d'ailleurs, mais c'est ainsi, et j'espère que dans ces ouvertures de la loi de bioéthique, on va pouvoir rediscuter de cette question. Donc d'un point de vue, je dirais, pratique, d'un acteur de l'assistance médicale à la procréation que je suis et qui rencontre les patientes au quotidien, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement positif. Par contre, j'ai de multiples questions. D'abord, en termes d'épigénétique et en termes de soucis, il y a des expérimentations qui ont été faites chez la souris, mais un jour, il va bien falloir qu'on passe chez l'homme, et qui va accepter ou va être le premier cobaye, entre guillemets, de cette expérimentation humaine? En sachant, et c'est très bien décrit, qu'on ne sait pas trop ce que ça peut donner, qu'on ne sait pas quelles conséquences ça pourrait avoir en termes d'autres pathologies secondaires, type cancer, etc. Donc je pense que ça, c'était une première question. Les femmes qui veulent faire un enfant tardivement, alors, dans ce que je rencontre régulièrement, les femmes de 65 ans, alors peut-être parce que c'est pas du tout autorisé en France, mais j'ai très peu de patientes âgées au-delà de 50 ans, 55 ans, qui veulent faire des enfants. Il faut remettre un peu les choses à leur juste place. Finalement, les femmes aujourd'hui ont envie de faire leurs enfants à 40 ans, peut-être plus qu'avant, mais pas encore à 50, 55 ans. Alors au jour d'aujourd'hui, je dirais que c'est pas vraiment d'actualité. Par contre, c'est vrai que si demain on vit jusqu'à 150 ans, rien ne dit qu'effectivement, on aura forcément, probablement même plusieurs vies de couple aussi, avec l'envie de refaire des enfants avec ces nouveaux couples, surtout si on sait que on sera capable d'être avec eux, de les aider, de les élever jusqu'à au moins 20-25 ans. Donc il est possible que dans un temps prochain, mais je ne dirais pas au jour d'aujourd'hui, cette question se poserait. Et je pense que c'est un peu prématuré aujourd'hui de la poser. Il est important quand même de se poser les premières questions. Tu parlais tout à l'heure de l'ovulation permanente et du recul de la ménopause. Alors je ne comprends pas trop, puisque c'est quand même une prise en charge ex vivo, cette maturation de gamètes. Donc ce n'est pas véritablement une ovulation chez la femme. Si, il faudra que tu m'expliques un peu ça. Par ailleurs, si c'était le cas, il y a d'autres problèmes hormonaux qui peuvent se poser chez la femme et qui ne sont pas négligeables, hein, de retrouver au niveau hormonal un cycle qui durerait jusqu'à 65 ou 70 ans et qui pourrait avoir des impacts somatiques comme sur le cancer du sein par exemple ou autre. Donc à rediscuter, mais il faudrait que tu m'expliques un petit peu. Et puis pour terminer, je rebondirai un peu sur ce qu'a dit monsieur Joannet, c'est-à-dire que effectivement des couples homosexuels pourraient obtenir soit par GPA si c'est un couple d'homosexuels masculins, soit chez un couple homosexuel féminin ensemble, des enfants issus de leur propre génome. Et effectivement, on pourrait même imaginer que finalement on pourrait totalement se passer des hommes, ce qui finalement est une question à part entière que je vous pose.
Merci beaucoup Catherine. Je pense si tous les intervenants sont d'accord, on va essayer d'échanger avec la salle. Alors juste pour vous rappeler ce qu'il disait le professeur François Jacob, rien de plus dangereux que la certitude d'avoir raison. Donc soyez modérés dans vos propos, s'il vous plaît. Qui souhaite poser une question ou faire un commentaire? Excusez-moi, j'ai une question technique, alors peut-être à Monsieur Joannet ou à une autre personne, sur les gamètes artificiels. Jusque-là, vous nous avez expliqué qu'on pouvait imaginer qu'un couple homosexuel, sous réserve qu'il s'agisse de deux femmes, puisse avoir un enfant. Techniquement, ça pourrait être possible. Est-ce qu'on peut imaginer la même chose avec des hommes? Parce que j'avais lu, alors je ne sais pas si c'est le statut de recherche ou pas, qu'on pouvait, dans le gamète, sélectionner juste l'X. Est-ce que c'est techniquement faisable aujourd'hui? Parce qu'on a parlé d'un monde sans hommes, sans père, et finalement qui ne donnerait que des filles. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est juste au statut de recherche ou est-ce qu'il y a aussi une faisabilité? Tu veux? Aujourd'hui, cette sélection peut se faire et se fait sans recourir à toutes ces techniques hyper compliquées. Dans certains domaines, je pense à certaines espèces, qui n'est pas forcément l'espèce humaine, ou dans certains pays pour l'espèce humaine, on pratique beaucoup le choix du sexe et on essaye d'avoir un petit ou un enfant du sexe désiré. Et ça peut se faire assez simplement par tri des spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, comme je disais tout à l'heure, la moitié sont porteurs de l'X, la moitié sont porteurs de l'Y. Si on sélectionne tous les spermatozoïdes porteurs d'X, on fait soit des femelles, soit des filles, ou Y, on aura systématiquement des garçons. Alors ça peut se faire par différents procédés, je n'en parle pas dans les détails, parce que le chromosome X et le chromosome Y ne font pas la même taille, parce qu'il y a des questions de charge électrique au niveau des membranes, etc. Mais on a des techniques qui permettent de le distinguer. Et par exemple, aujourd'hui en France, dans l'élevage bovin, les coopératives qui fournissent la semence de sperme donnent des paillettes de sperme sexés, avec soit 90% de spermatozoïdes X, soit 90% de spermatozoïdes Y. Donc ça veut dire que quand on utilise ces spermatozoïdes par insémination artificielle, on peut faire soit des veaux femelles, soit des veaux mâles à 90%. Donc ça, c'est chez les bovins. Ce qui est possible chez les bovins pourrait être imaginé aussi dans l'espèce humaine. Et aux États-Unis, il y a un centre, un laboratoire qui propose aussi de trier les spermatozoïdes pour des personnes qui souhaitent avoir plutôt un garçon ou plutôt une fille. Donc ça, c'est pas un problème de demain, c'est un problème d'aujourd'hui et qui est réalisable par des techniques qui sont différentes de celles qu'on a évoquées et beaucoup plus simples. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure d'une reproduction monoparentale. Dans ce cadre-là, il n'y aurait pas de brassage génétique. Du coup, ça serait comme un clonage de la personne, du parent? Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Non, il ne s'agit pas de... C'est une sorte de... C'est pour ça que je préfère utiliser les mots gamète artificielle monoparentale dans la mesure où, à partir de vos propres cellules adultes différenciées, prenez l'exemple cellules de la peau, qu'on peut les rendre naïfs et l'orienter pour exprimer des gènes qui sont soit impliqués dans la formation d'un ovule ou dans la formation d'un spermatozoïde. Alors maintenant, c'est vrai, quand vous dites qu'il n'y a pas de brassage génétique, certes, mais je crois, pour l'instant, c'est les concepts, c'est le prof des concepts que je voudrais partager avec vous, mais je ne crois pas qu'on puisse aujourd'hui statuer pour les 2 ou 3 générations à venir. C'est vraiment, on est au stade extrêmement balbutiement, précoce. Les résultats sont tels qu'ils sont chez le rongeur, mais attendons voir. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, on s'inscrit dans une évolution et si on a souhaité, en accord avec le professeur Nizan, vous parler de cette reproduction de demain, c'est pour une fois que la réflexion éthique
soit dès la première ligne accompagner. Or, c'est souvent, on a cette tendance à commenter les découvertes scientifiques avec quelques années de retard, qu'on essaye d'avoir une position éthique. Donc je pense que c'est trop tôt. Effectivement, il ne s'agit pas, là il n'y a pas de brassage génétique, vous avez parfaitement raison de le souligner. Oui, bonjour. En fait, la question que je voulais poser vient d'être en partie posée. Effectivement, moi ce qui me frappe, mais j'aurais une continuité pour le juriste, mais ce qui me frappe, c'est que quand on parle de se reproduire soi-même avec ses propres gamètes, ça ressemble au clonage. Hein? Or, le clonage est interdit dans toutes nos législations. Alors, évidemment, d'une part, la question juriste, c'est est-ce que dans le fond, par analogie, on pourrait étendre l'interdiction du clonage à l'interdiction des fécondations par soi-même? Et d'autre part, alors c'est plus général, je pense que, dans le fond, Samir, tu as commencé par parler immédiatement de ce cas-là. Moi, je pense que ce cas-là, qui est un peu abyssal, dans le fond, se reproduire soi-même sans l'aide de n'importe qui d'autre, ça peut faire que des sociétés que de femmes ou que d'hommes, etc. On peut imaginer un peu tout ce que l'on veut. Ça va probablement être brandi comme un épouvantail immédiatement par ceux qui sont opposés à toutes les formes non naturelles de procréation. Et je pense que c'est important, je crois, d'insister beaucoup dans cette question-là, sur les questions de risque d'un côté, parce qu'on a discuté essentiellement de questions de risque, hein, quels sont les risques pour l'enfant, etc. Et puis toutes ces questions de principe, de gens qui sont opposés par principe, mais qui, ayant des façons de voir, dans le fond, qui ne sont pas forcément partagées par la majorité, vont insister sur des risques qui sont en partie des risques hypothétiques et des risques que l'on pourrait facilement éviter par le recours au droit, justement. Le clonage a été agité comme épouvantail lors des réflexions des années 90 sur les manipulations génétiques, mais l'interdiction du clonage a été extrêmement efficace et je pense que c'est un cas intéressant de montrer que le droit, contrairement à ce qu'on dit, tout ce qui est possible ne va pas forcément être réalisé. Le droit est capable de placer des barrières qui sont de réelles barrières. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Non, je voudrais, avant de donner la parole à notre juriste et à Pierre Joannet, rectifier quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas confondre avec le clonage reproductif. Il ne s'agit pas de clonage. Quand on dit à partir d'un homme adulte, on peut fabriquer, produire des spermatozoïdes d'ovules, ils vont se reproduire entre eux. Et ce n'est pas le clonage thérapeutique ou le clonage reproductif qu'il s'agit d'introduire dans un nouveau site, un noyau issu. Par exemple, prenez l'exemple, le grand-père qui a la maladie de Parkinson. Bien, pour guérir ces messieurs, ces grands-pères, on a besoin de neurones dopaminergiques. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre quelques cellules de la peau de grand-père qu'on va essayer de les transformer en neurones dopaminergiques, lesquels qui vont être injectés chez le grand-père pour l'aider à guérir de sa maladie. Donc ça, je crois aujourd'hui, il faudra ôter de notre langage les mots clonage. On n'a plus besoin, justement, Dieu merci, grâce à ce type d'approche, via les cellules souches induites ou les cellules souches d'origine embryonnaire, on n'a plus besoin de parler. Je crois tout le monde est d'accord pour dire les clonages qui sont reproductifs prohibés. Je crois qu'on n'en a plus et d'ailleurs personne n'a démontré. C'était plus de déclarations sur le coût de l'émotion que des résultats concrets. Donc il ne faut pas confondre entre gamètes artificielles et des clonages. François et Pierre. Juste deux mots. Moi, je suis très heureux quand quelqu'un pense qu'il y a une efficacité du droit. Donc, je suis pratiquant, mais peu croyant en la matière. Hein. Je crois beaucoup aux effets pervers du droit et à sa relativité, parce que c'est pas parce que nous interdirons que ça ne sera pas fait ailleurs. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas interdire. Moi, je passerai, compte tenu de ce que j'ai entendu, notamment de M. Joannet, plutôt par un autre prisme pour poser cet interdit. C'est l'article 16.4 du Code civil. Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Pas d'homme, pas de père, pas de fils, ben on modifie l'espèce. Donc l'interdit existe déjà. Dans l'autre sens aussi. Hein. Donc finalement l'interdit existe, mais c'est un interdit peut-être pas pour la recherche. Et puis il y a une place pour la transgression en éthique aussi. Hein. Pierre ? Bon Bernard, je suis désolé parce que pour une fois, je ne suis pas du tout d'accord avec toi. Je crois qu'il faut faire attention aux mots qu'on utilise et
et ne pas introduire de confusion. Le mot clonage est un de ces mots qui est comme un chiffon rouge. Si on le sort, tout d'un coup, tout le monde est crispé et ça ne va plus. Donc je pense qu'il doit être utilisé à bon escient. Tu en as eu un exemple hier à la table ronde que tu as animée où Julie Stéphan a rapporté que son projet de recherche avait été attaqué par la Fondation Jérôme Lejeune, notamment parce qu'on l'accusait dans son expérimentation de faire des embryons clonés, parce qu'elle prenait des noyaux d'un embryon, des mitochondries d'une autre, etc. Et ça n'avait rien à voir avec le clonage. Le clonage, c'est quoi? C'est quand on prend un noyau, le génome d'une cellule adulte, qu'on le met dans un ovocyte, et que donc on obtient un développement et un individu qui va avoir un génome exactement identique à l'individu chez qui on a pris le génome. En principe, il ne sera pas identique parce qu'il y a un tas d'autres modifications, mais sur le plan génomique, il sera identique. Donc ça, c'est le clonage. Dans ce qu'on discute aujourd'hui, dans la fabrication des gamètes, il y a des gamètes qui sont faites par des personnes différentes. Et la fécondation va se faire à partir de spermatozoïdes et d'ovocytes qui viennent de personnes différentes. Si je reprends l'exemple du couple de femmes, donc on va avoir en compte de génomes différents. Donc ça n'a rien à voir avec le clonage. On pourrait imaginer, allons-y carrément, que cette technologie soit utilisée par une femme seule. Et qu'à partir de ces cellules, on va fabriquer des spermatozoïdes et des ovocytes, et qu'avec ces spermatozoïdes et ces ovocytes, on va faire des embryons qu'elle portera, elle aura un enfant. Et on pourra dire, ah ben voilà, ça c'est du clonage parce que les gènes viennent. Sauf que ça n'a rien à voir avec le clonage, parce qu'il faut savoir que quand on fait un spermatozoïde, et ça sera la même chose avec la technologie, il y a un processus qui s'appelle la méiose, où il se fait une recombinaison génique des gamètes, des gènes de la génération antérieure, qui fait qu'il n'y a pas deux spermatozoïdes qui ont le même génome et pas deux ovocytes qui ont le même génome. Et que donc, si on faisait ça chez une femme, l'enfant qui naîtrait n'aurait pas le même génome que la femme. Donc, pour ces raisons-là, je crois qu'ils sont toutes simples, je trouve qu'il ne faut pas utiliser le mot clonage là, parce que ça correspond à une situation totalement différente de ce qu'on discute aujourd'hui. Merci Pierre. François? Dans la dernière hypothèse que vous évoquez, c'est très intéressant parce que là, juridiquement, on est très perturbé. C'est très intéressant. La guerre des étoiles, Darth Vader, je suis ton père et ta mère. Et probablement verrons-nous à ce moment-là le droit dériver, c'est pas péjoratif dans ma bouche, vers la notion de parent. Plutôt que de père et de mère, comme on a fait disparaître mari et femme, on aurait une parentalité plutôt que maternité, paternité. Si la même personne peut être gestatrice, génitrice et géniteur, le lien de filiation va être compliqué. Et la révélation de ses origines à l'enfant, on a déplacé le problème, mais ça sera sûrement pas simple à expliquer. Il me semble que c'est là, bien. Il me semble que ce qui fait la différence dans ce que nous discutons, c'est d'une part les aspects juridiques, c'est pour les êtres humains, et pour les animaux, il n'y a pas beaucoup d'aspects juridiques. Donc moi j'avais lu et entendu à une émission de télévision qu'en Floride, il y a 3 sortes d'espèces qui sont devenues parthénogénétiques à cause de la pollution chimique. Il y a des sternes, c'est des oiseaux, il y a des crocodiles, et puis il y avait encore une autre espèce, un mammifère, qui serait devenu des femelles, uniquement des femelles parthénogénétiques à cause de la pollution chimique en Floride. Alors, si c'est exact, ce serait quand même un exemple intéressant, mais peut-être est-ce faux. Et ma deuxième question, c'est, je pense qu'il est plus compliqué de fabriquer un être humain que de fabriquer des lois, mais c'est une idée qui est peut-être fausse, parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se trimballent avec des faux papiers d'identité, que c'est assez facile de faire des faux papiers d'identité, et que donc d'un point de vue juridique, n'importe qui est né de n'importe quelle façon peut toujours se fabriquer des papiers beaucoup plus facilement que se fabriquer lui-même. Qui veut répondre? La première partie sur le perturbateur endocrinien et les changements de cycle en Floride.
ce que vous dites sur ces accidents, comme ça se produit en Floride sous l'effet de substances chimiques ou autres de l'environnement, oui, c'est vrai que ça se produit. On ne connaît pas d'exemple dans l'espèce humaine, à mon avis. Hein. Ce qu'on connaît, c'est des modifications génitales qui peuvent se produire, qui peuvent se rapprocher de ce qu'on appelle des états intersexués, hein, puisque naturellement, dans l'espèce humaine, la différenciation sexuelle garçon-fille ne se fait pas toujours idéalement. Et il y a des états intermédiaires avec des perturbations du développement pendant la vie intra-utérine qui font qu'il y a des personnes qui ont à la fois des aspects dans leurs organes génitaux et ailleurs, à la fois hommes et femmes ou mâles et femelles. Donc ça se produit spontanément et c'est une donnée, je dirais, du développement. D'ailleurs, il faudra attendre quelques jours ou peut-être quelques semaines la publication du rapport de l'IGAS concernant les perturbateurs endocriniens et environnementaux sur toutes les pathologies, les anomalies de développement sexuel et l'ambiguïté sexuelle. Sachant qu'on ne parle plus d'anomalies du développement, mais de variations aujourd'hui, en tout cas si j'en crois la haute autorité de santé et les chercheurs, notamment montpelliérains avec qui je travaille sur le groupe maladies rares, on préfère parler de variations que d'anomalies. Vous avez dit que l'état épigénétique des gamètes était régulé par les gonades mâles ou femelles dans lesquelles elles étaient produites, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, ma question est de savoir si chez la souris, est-ce que les individus formés à partir de gamètes artificielles ont un état épigénétique différent? Est-ce que ça induit des conséquences? Parce que j'imagine que l'état épigénétique d'une cellule de peau doit être très différent de celui de gamètes. Sur la modification épigénétique chez la souris, est-ce que les souris sont issues de gamètes artificiels? C'est de la recherche. Et à l'heure actuelle, tout comprendre, tout savoir, tout expliquer, on ne sait pas encore. Il y a des travaux, etc. Et notamment, justement, cette dimension épigénétique de la maturation des cellules germinales est étudiée, y compris dans ce contexte-là. Dans les études qui ont été faites chez la souris, dont je vous parlais tout à l'heure, et on a fabriqué des spermatozoïdes ou des ovocytes à partir de cellules souches modifiées, je vous disais qu'on a contrôlé sur des cellules cultivées in vitro, qu'on avait fait proliférer, la réussite de la manip au niveau du génome, mais on a aussi contrôlé qu'il n'y avait pas eu de modification épigénétique à ce stade-là. Et ça s'est fait, bon, je m'excuse d'entrer dans les détails, parce qu'un des marqueurs épigénétiques qui est étudié, c'est ce qu'on appelle la méthylation de l'ADN, c'est-à-dire la manière dont la molécule d'ADN porte des radicaux-méthyl qui joue un rôle dans l'expression des gènes et donc dans l'épigénétique. Donc, on a fait des contrôles de ce type, mais on n'a pas fait tous les contrôles qu'on pouvait faire, qu'on pouvait imaginer. Et donc, c'est vrai, je le disais tout à l'heure, il y a aussi dans la sécurité de ces technologies de pouvoir contrôler les facteurs épigénétiques qui se produisent pendant la maturation. Et ça, c'est vraiment un travail de recherche. Alors, j'en profite pour dire que sur toutes ces questions qu'on discute, d'un point de vue éthique, ce sont des questions vraiment d'avenir. Hein. Moi, je serais mort depuis longtemps quand on aura réellement à les traiter en application humaine. Maintenant, il y a des questions d'aujourd'hui qui se posent par rapport à ces technologies. On évoquait tout à l'heure le fait qu'on pourrait fabriquer des spermatozoïdes chez des hommes stériles, etc. Et comme vous le dites, il y a des interrogations sur les risques que l'on prend par est-ce qu'on n'induit pas des modifications épigénétiques ou autres. Et ça, c'est un vrai problème et une vraie question, c'est une vraie question de recherche. Pour répondre à cette question, si dans l'espèce humaine, comme dans les espèces animales, on va agir sur ces gamètes ou sur ces cellules germinales, on va produire des gamètes, et après, on va vouloir voir si ça n'induit pas de perturbations sur l'embryon et son développement. Et donc, si on veut faire ce genre de contrôle, il va falloir qu'on crée des embryons à partir de ces cellules germinales qui auraient été traitées. Et donc, ça ouvre la question d'aujourd'hui, qui est de la création d'embryons pour la recherche. Création d'embryons qui est interdite par la loi actuellement en France. On ne peut pas créer des embryons pour la recherche. Et donc, il rendrait impossible ce type de recherche. Et donc, aujourd'hui, un des
une des questions qui se posent dans le cadre des États généraux et pour les députés, les législateurs, c'est est-ce qu'il faut modifier la loi? Est-ce qu'il faut lever cette interdiction de création d'embryons pour la recherche? Il y a un certain nombre de gens qui pensent que oui, il y a de bons arguments pour le faire et qu'on devrait pouvoir, dans des protocoles de recherche très encadrés, très contrôlés, etc., créer des embryons pour la recherche. Je vous signale que le Comité national d'éthique avait déjà traité cette question dans les années 80 et que le Comité national d'éthique avait été favorable à cette idée en disant qu'à titre exceptionnel, pour pouvoir contrôler que des techniques d'AMP qu'on développe n'avaient pas d'effet délétère sur le développement embryonnaire, on pouvait envisager de créer des embryons pour la recherche. Donc, l'idée même, le concept même de cette création d'embryons pour la recherche, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui a déjà été discuté il y a 30 ans, ou un peu moins de 30 ans, et où, effectivement, on peut se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas de bonnes raisons pour que ces embryons puissent être créés par la recherche? Moi, je pense que c'est un point important que Pierre Joannet vient de mentionner. Faut-il ou faut-il pas autoriser la recherche sur le gamète et les féconder entre eux pour qu'on comprenne ce qui se passe sur le plan des développements embryonnaires? Donc, autrement dit, créer des embryons issus de ces manipulations de gamètes pour qu'on comprenne. Pour avoir été victime, je résume, j'avais un protocole de recherche sur l'embryon préimplantatoire. La Fondation Jérôme Lejeune a posé une demande en référé auprès du tribunal administratif de Paris. Le protocole, le temps qu'on saisit le Conseil d'État et que la décision du tribunal administratif soit cassée, ça a pris entre 18 et 24 mois. Donc aujourd'hui, soit malgré les peu de protocoles de recherche sur l'embryon préimplantatoire, c'est-à-dire à ne pas faire la confusion avec tout le protocole concernant les cellules souches embryonnaires, la dérivation, etc., et l'importation des lignées de cellules souches de l'étranger. Sur les embryons préimplantatoires, il n'y a même pas une dizaine, je dirais plutôt 5 protocoles autorisés par l'Agence de la biomédecine, avec toutes les difficultés qu'on connaît. Et même ces protocoles, aussi pertinents soient-ils sur le plan scientifique, nous y travaillons sur des modèles des embryons pour lesquels il n'y a plus de projet parental. Eh bien, ce n'est pas un excellent modèle qu'on comprenne. Parce que ce matin, j'ai entendu dire il y a la surproduction des embryons. Mais on est en droit de dire, de compléter la question, mais pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Quand on va donner un traitement à une patiente, qu'on va obtenir plusieurs ovules, lesquels vont donner lieu à plusieurs embryons, et comme on ne sait pas choisir quel est le meilleur emprunt de potentiel implantatoire en matière, eh bien, on va replacer plusieurs. Donc, il y a des grossesses multiples. Quand on ne sait pas, on ne veut pas replacer un seul embryon. Donc, autrement dit, je pense que la question que Pierre se lève à l'instant, c'est une question fondamentale qu'il va falloir la traiter sans langue de bois, sans idéologie et sans parti pris. Parce que je crois que c'est la seule façon pour moi, si on veut un jour reproduire le moins possible d'embryons, je dirais bien le moins possible, il va falloir qu'on comprenne exactement, sans, je dirais, avec tout le respect, je dirais, de la dignité de l'embryon à ce stade-là. Oui. Alors, avec toutes ces techniques que vous nous avez expliquées, on pourrait voir arriver une société eugénique où il n'y aurait plus aucune mutation génétique et les individus seraient sains, enfin, il n'y aurait plus aucune maladie. Je ne sais pas, c'est une question que je me pose. J'espère qu'il y a d'autres intervenants de la table ronde qui voudraient le dire, mais moi je voudrais là, vous dire à titre personnel, j'en ai vraiment assez d'entendre parler les mots eugénisme, quasiment on la met partout et sur n'importe quel sujet. Pour moi, je dirais notre sombre histoire de passé l'a démontré bien, l'eugénisme, ça a été pratiqué à l'échelle d'une population, d'une confession, d'une race. Donc aujourd'hui, je ne crois pas que ces techniques-là peuvent rentrer dans cette définition, mais sûrement je laisse à François, notre juriste, je crois qu'il va falloir définir le mot eugénisme, ce qu'on entend parler les mots. À l'échelle cellulaire ou à l'échelle d'une population, pour moi, ce n'est pas la même, du tout la même abord. François. Une vaste question. Alors, nous distinguons, encore une fois, je ne suis qu'un juriste, ce que l'on peut et ce que l'on doit appeler l'eugénisme, c'est-à-dire ce qui est mu par une volonté d'amélioration de la race, de l'espèce, dans un protocole et un programme politique.
On a connu ça, je ne dis pas que ça ne se reproduira pas, et on doit distinguer cela effectivement du travail de recherche et de son application pratique qui cherche à la demande de patients, de couples, quand il s'agit d'AMP, d'éviter quand une pathologie, une variation génétique, un désordre est diagnostiqué, d'éviter de le transmettre à son enfant. Il y a une distinction à faire sur le terrain de l'intentionnalité. Alors, la marge est peut-être difficile à trouver. Une chose est certaine, je ne juge jamais les couples qui font une demande qui peut me paraître, moi, inconvenante au regard de mes convictions personnelles et de la pratique du médecin en tant qu'individu. En revanche, l'autonomie de la volonté, le consentement n'est pas tout. Et ça n'est pas de l'autodétermination. Donc il y a aussi le bien commun qui va rentrer en considération. Je vais faire appel à un voisin ou d'outre-Rhin. C'est dans ma nature, je préfère une injustice à un désordre. J'ai un petit peu dévoyé la citation de Goethe. Et effectivement, il est injuste de ne pas pouvoir répondre parfois à des couples au nom du bien commun parce que ça créerait un désordre. Mais leur dire oui ne serait pas dans une finalité collective d'amélioration de la race. Donc on ne peut pas parler d'eugénisme. Pour qu'il y ait eugénisme, il faut qu'il y ait programme. Me semble-t-il. Je vais expliquer pourquoi Samir était énervé par la question sur l'eugénisme. Il y a un philosophe, il y a 2500 ans, qui disait qu'il faut que les guerriers courageux soient mis dans le même lit que les belles femmes pour qu'ils puissent faire ensemble des beaux guerriers qui soient encore plus beaux et plus puissants. Et il s'appelait Platon, 2500 ans. Donc, cette volonté d'améliorer l'homme, elle existe depuis toujours. Sous la forme d'un eugénisme négatif, on détruit ceux qui ont les mauvais gènes, et d'un eugénisme positif, on essaye de favoriser ceux qui ont les bons gènes. Mais personne n'est capable de définir ce qu'est un bon et un mauvais gène. Alors, il y a un philosophe américain qui s'appelle Philip Kitcher qui a dit « Quand on veut juger d'un programme dit eugénique, il faut le regarder sous 4 axes. Est-ce qu'il est discriminatoire? Est-ce qu'il est coercitif? Quel est son fondement scientifique et à quoi il sert? » Eh bien oui, tout ce qui est exprimé là, c'est de l'eugénisme. Mais ce n'est pas discriminatoire, ce n'est pas coercitif, le fondement scientifique est correct et il s'agit d'avoir des enfants en bonne santé. Là où les programmes eugéniques dont vous parlez étaient discriminatoires, coercitifs, sur un fondement scientifique inexact et pour faire le Reich de Milan. Et donc il faut distinguer les eugénismes. Et c'est pour ça que Samir était agacé, parce que quand on parle d'eugénisme, au lieu de préciser les choses, on ajoute de la confusion. Il y a plein d'eugénismes, et quand on choisit un beau mari ou une belle femme pour faire de beaux enfants avec, on fait de l'eugénisme. Merci. Merci Israël pour cette précision. Catherine. Juste, je reposais la question, c'est ce que j'ai posé la question tout à l'heure. J'ai dit à partir de quand finalement on va passer à l'expérimentation humaine si on est même rassuré par l'expérimentation animale. Et ce qui est important, c'est de savoir que si on est amené à faire des embryons avec des gamètes artificielles, il serait bien et bon de savoir avant de les transférer dans un utérus et d'obtenir une grossesse et un enfant, de savoir réellement les risques qu'on peut prendre. Et c'est par rapport à cette question-là particulière que la recherche sur l'embryon et la création d'embryons pour la recherche reprend aussi sa vraie question. Donc on dépasse peut-être ce qu'on a connu jusque-là, et aujourd'hui on est dans une vraie question où il va y avoir, je dirais, une interrogation intermédiaire qui pourrait permettre quand même d'être attentif avant de transférer et d'obtenir des enfants qui pourraient secondairement développer des pathologies qu'on n'aurait pas eu la possibilité, le droit de découvrir, je dirais, avant de faire ce geste de transfert. Donc je pense que c'est vraiment important de reposer la question dans son ensemble
et pas de se remettre dans une question de base. Mais ça va être compliqué et je pense qu'il faut savoir quand même que l'Agence de la biomédecine consacre une somme importante pour toutes les requêtes qui sont déposées par la Fondation Le Jeune à chaque fois qu'elle veut empêcher une recherche sur l'embryon. Et pour ce qui est de l'eugénisme, je pense que effectivement, et je rejoins ce que dit Monsieur Nizan, avec des mots peut-être plus simples et moins, mais généralistes, les patients viennent vous demander quelque chose et on fait du diagnostic préimplantatoire chez des patients qui présentent, comme j'en avais parlé hier, de la chorée de Huntington, de la mucoviscidose, de la myotomie de Steinert, etc. Je ne crois pas aujourd'hui que tous les couples, finalement, alors que c'est autorisé, viennent nous demander une prise en charge en diagnostic préimplantatoire. Donc malgré le fait qu'on ait la possibilité pour ces couples-là de faire quelque chose, c'est véritablement individuel et uniquement individuel et chaque couple est présenté et pris en charge de façon individuelle. C'est extrêmement important pour éviter justement de parler de façon un peu rapide d'eugénisme. Merci Catherine. Pierre? Oui, alors, on peut entendre votre question, madame, de la manière dont ça a été traité, c'est-à-dire que vous sous-tendiez qu'il y aurait une volonté eugénique de la part des personnes qui travaillent dans ce domaine et qui font ce type de recherche. Moi, je l'entendrais autrement. Je pense que vous pouvez vous poser légitimement la question, c'est à partir du moment où on a toutes ces technologies, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on supprime l'existence des mutations géniques chez l'être humain, dans son ensemble? Bon, je voudrais vous dire qu'on peut le souhaiter ou l'imaginer ou le craindre, mais que c'est sûrement pas possible. Bon, d'une part, toutes ces techniques d'intervention sur le génome sont extrêmement compliquées et elles ne pourraient être utilisées que pour agir sur des gènes qui sont responsables de pathologies lourdes. Il y a un tas de mutations qui ne sont pas forcément responsables de pathologies lourdes, qu'il n'y a aucune raison de modifier. Et puis en plus, vous avez des fois des mutations qui sont responsables de pathologies lourdes, qui par ailleurs peuvent avoir un effet bénéfique, ce qui d'ailleurs pose des questions éthiques. Par exemple, le gène de la bêta-thalassémie, qu'on peut essayer d'éviter par un diagnostic préimplantatoire, peut être protecteur contre le paludisme. Donc il y a des questions qui se posent à propos de cette pratique qui consiste à faire du DPI pour des problèmes de bêta-thalassémie dans certains pays. Donc vous voyez, les choses sont compliquées. Mais j'irai même plus loin. Ne craignez pas qu'il n'y ait plus de mutations. Nous aurons toujours des mutations chez les êtres humains. Pour une raison simple, c'est que chaque fois qu'on se reproduit, chaque fois qu'on crée un enfant ou un individu, il y a des mutations spontanées qui apparaissent, dans tous les cas. Et ces mutations, elles sont plus ou moins nombreuses, elles sont plus ou moins graves, etc. Et donc, quelles que soient les interventions qu'on fera médicalement pour agir sur les gènes et leurs mutations, ça n'empêchera pas qu'il y aura toujours des mutations chez l'être humain, comme dans toutes les espèces animales d'ailleurs. Moi, juste une remarque, Jean-François Elfrécy. Je trouve que la discussion est vraiment intéressante, puisque dans le contexte de ces états généraux, il y a bien sûr la parole de la société civile, mais il y a la parole des scientifiques qui sont aussi des citoyens. À titre personnel, je trouve que l'approche et la question posée par les scientifiques sur l'utilisation d'embryons pour des questions scientifiques est une bonne question. Et il faut maintenant que vous la finalisiez et qu'à l'intérieur de ça, on puisse avoir un texte cohérent pour savoir ce qu'on réellement on va pouvoir mettre dedans. Merci Jean-François. Moi j'ai une question. Tu nous as raconté qu'on va pouvoir obtenir chez une femme qui n'ovule plus parce qu'elle est trop âgée, à partir de ses cellules souches des ovules, et que chez un homme qui n'aurait pas de spermatozoïdes, au lieu d'aller chercher un don de spermatozoïdes chez un donneur anonyme, qu'on puisse utiliser ses propres cellules souches pour fabriquer des spermatozoïdes. Chacun voit ici l'intérêt médical de telle démarche, c'est de ne plus avoir besoin de dons d'ovules ou de ne plus avoir besoin de dons de spermatozoïdes. Et on sait bien que si ces deux méthodes marchaient, elles remplaceraient complètement le don d'ovules, compliqué dans notre pays, et le don de spermatozoïdes, tout aussi compliqué. Mais ma question est la suivante.
Quand on fait des progrès de cette nature, on se demande toujours quelles sont les conséquences sur les enfants. Et tu as dit que ça marche chez les souris ou que ça va marcher, mais au moment où on a fait des progrès en fécondation in vitro et qu'on a mis au point l'injection d'un spermatozoïde dans l'ovule, il n'y a pas eu d'autorisation préalable, il y a eu une espèce de diffusion sauvage d'une nouvelle méthode, comme si les premières patientes à qui on faisait cette technique étaient de véritables cobayes humains. Ça a été reproché par tout le monde, et légitimement. On peut se dire, ils ont pris des risques incroyables. Il se trouve que ça a marché et que ça n'a pas donné de problème. Mais aujourd'hui, on ne peut plus faire ce qui s'est passé dans les années 90. Aujourd'hui, quelqu'un qui se lancerait dans une technique qui n'aurait pas fait la preuve de son innocuité pour les enfants pourrait se retrouver acculé, tribunaux et condamnations. Comment va-t-on passer de l'expérimentation de la souris à l'expérimentation humaine dans des sociétés occidentales où tout est devenu secure? Comment administrer la preuve que ces enfants, et d'ailleurs ça ne suffit pas d'avoir des enfants normaux, il faudrait des adolescents normaux, comment va-t-on faire la preuve que ces techniques sont utilisables? Non mais je pense que tu soulèves une vraie question en la matière. C'est vrai, il y a différentes techniques de l'assistance médicale à la procréation. S'il existe aujourd'hui, je pense certains d'entre elles, ils ne verront pas le jour dans notre pays et dans certains d'autres pays européens. Ça, c'en est une. Deuxièmement, je pense là, simplement, ce qu'on voudrait partager avec vous, c'est vous démontrer la preuve des concepts. Mais il est évident qu'il y a énormément de questions dans celle qui était évoquée à l'instant, et le passage à l'homme, c'est pas pour demain. Ce qui est certain aujourd'hui, devant la pénurie de dons des gamètes, qu'ils soient ovocytes, qu'ils soient spermatiques, vous le savez, il y a aujourd'hui une équipe lyonnaise, je ne l'appellerai pas le testicule artificiel, mais c'est les tubes séminifères artificiels. De quoi il s'agit? On récupère des cellules germinales chez un homme ou chez qui il n'y a plus de spermatozoïde dans son éjaculat, qu'on essaye de les maturer in vitro. Ça existe, c'est une équipe lyonnaise pour laquelle ils ont exprimé plusieurs fois sur ces sujets, ils l'ont même publié. Chez la femme, je pense que c'est une perspective, parce que quand même, quand Jonathan Telly, TI2LY de Massachusetts, il a quand même publié les résultats dans la presse scientifique la plus prestigieuse, Nature Medicine, Cell, etc. En 2004, tout le monde lui est tombé dessus en disant « Mais comment tu oses dire qu'il y a encore des cellules souches dans les ovaires d'une femme d'une quarantaine d'années, rares soit, mais productrices d'ovules ?» Il a récidivé en 2012 dans son papier de Nature Medicine pour dire « Les voici, ça existe. » Donc à partir de là, est-ce qu'on a besoin? On n'est plus au stade descriptif, mais on est au stade de tester leur fonctionnalité. Par exemple, chez les rongeurs, on sait que ça marche parce qu'on a plusieurs générations lesquelles se marient entre eux de manière naturelle. Donc ça, c'est des données quelque part rassurantes. Maintenant, chez l'homme, la loi américaine interdit la fécondation de ces ovocytes obtenus à partir du stade expérimental. Donc, elle s'est expatriée en Angleterre, je crois, en Écosse, pour tester la fécondabilité de ces ovocytes. Pour l'instant, nous attendons les résultats. Donc, on n'est plus au stade des descriptions, on est au stade de tester la fonctionnalité. Et si, une fois qu'on aura la réponse, effectivement, je pense pour l'enfant, pour leur devenir, leur puberté, etc., leur développement ultérieur, ce sont des questions fondamentales qu'il va falloir répondre avant de passer à la généralisation. Catherine, tel qu'on a aujourd'hui, on pourrait quand même, c'est ça le problème, c'est-à-dire on pourrait penser que finalement la restriction de la loi française va faire que ces études se feront ailleurs et qu'il faudra attendre ce que les autres pays auront réussi à faire pour pouvoir un jour peut-être utiliser ça, ce qui est très dommage en sachant qu'on a quand même des chercheurs en France qui savent très bien faire. Pierre.
Moi, je crois que ta question est excellente et qu'il faudrait, en fait, moi, je trouve que ça serait un très bon sujet d'étude pour le Comité national d'éthique. Si jamais tu rencontres son président, peut-être que tu pourrais lui en parler. N'est-ce pas, Jean-François? Je ne sais pas s'il est encore là. Et en fait, ça se pose de manière beaucoup plus large, je dirais que c'est la question, pour moi, de l'innovation et de la recherche biomédicale et du passage de l'expérimentation à l'application clinique. Et c'est un problème très général, comment faire en pratique. Et c'est vrai, comme tu le disais, qu'il y a eu en 93 l'ICSI, mais on peut dire qu'en 78, quand Bob Edwards et Frédéric Steptoe ont fait la première fécondation in vitro humaine, on se posait les mêmes questions et qu'ils ont été très critiqués parce qu'ils étaient passés à l'acte sans qu'il y ait un débat, qu'il y ait une discussion, etc. Et d'ailleurs, c'est après cette première fécondation in vitro qu'on a créé des instances éthiques en Grande-Bretagne et qu'on a été vers la loi en Grande-Bretagne, qu'en France, on a créé le Comité national d'éthique au début des années 80, quand il y a eu les premières fécondations in vitro, et qui a été vers la loi de 94. Donc, c'est vrai que les sociétés, les pays, ont, à partir de ces innovations médicales, et celle-là qui avait été particulièrement spectaculaire, voulu créer des instances, des structures qui permettaient de gérer ces innovations et cette recherche médicale. On peut se demander si, moi, c'est vrai, c'est une vraie question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, toute cette réglementation, tous ces dispositifs législatifs, etc., ne met pas une espèce de couvercle qui inhibe trop la capacité d'innovation et de recherche médicale. C'est là où je crois qu'il y aurait vraiment un débat à avoir au niveau du comité d'éthique et au niveau de toute la société, qui est que, en fait, les progrès, la recherche demande aussi une certaine capacité des gens de prendre des risques. Et ça, c'est le deuxième point. C'est qu'effectivement, dans toute innovation, dans toute recherche où on passe à l'application clinique, il y a toujours plus de risques. Et le problème, c'est est-ce qu'on a le droit de prendre ces risques ou pas, et comment ces risques existent par rapport aux bénéfices potentiels qu'on espère, et essayer d'arriver à des résultats positifs. Edwards et Steptoe, quand ils ont fait la première fécondation in vitro, ils ont pris des risques. Et puis, il y a eu pas mal de bénéfices, et on sait qu'aujourd'hui, il y a, je ne sais pas combien, 5, 6, 7 millions d'enfants qui sont nés à travers le monde. Quand André van Serteghem et Paul de Vrooy en Belgique ont fait les premières ICSI en 1990, c'est pareil, ils ont pris aussi des risques. Et puis finalement, comme tu le disais, ça semble bien se passer. Donc, c'est vrai qu'il y a des prises de risques. Et je crois qu'il faut accepter l'idée, c'est là aussi c'est important, qu'il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'intervention médicale sans il y a un certain niveau de risque, et que la question est de savoir comment on gère ça. Le risque, ça fait partie de la vie, ça fait partie de notre vie. Moi, si j'emmène mes petits-enfants faire du ski, je prends des risques pour eux. Donc, il y a toutes sortes de risques. Et là, il y a le risque par rapport à la création d'un enfant. Mais après tout, est-ce que c'est interdit de prendre des risques quand tu as de bonnes raisons de le faire et que toutes les conditions sont réunies pour cette prise de risque? Juste un mot, excusez-moi. Je pense simplement, dans le cadre de cette révision, c'est qu'on a des très bons médecins en la matière en France. Mais on ne peut plus, je dirais, continuer à faire de mauvaises pratiques. C'est qu'il va falloir, si on voudrait mettre fin à ces syndromes de frustration, parce que, comme elle disait Catherine, quand on se trouve face à nos collègues, je ne dis pas on est obligé de faire comme c'est exactement ce qui se passe dans le pays avoisinant, mais au moins qu'on laisse à ces bons médecins de notre pays avoir une bonne pratique. Et cette bonne pratique ne dépend que de la révision de la loi et qui nous permet, je pense, pour certaines approches, d'être pratiquées avec, je dirais, avec toute la transparence et la visibilité absolue. Alors, vous parliez de risque, je vais juste me risquer à une prévision. Je ne sais pas, elle vaudra probablement ce qu'elle vaut, mais quand je vous entends parler, je vois qu'on a à cette table des spécialistes qui sont tous très compétents dans leur domaine, dans leur technicité. Le nom de gamète artificielle, intrinsèquement, je pense que pour tout le monde, ça fait penser intelligence artificielle, être artificiel. Voilà. Donc moi, quand je vous écoute, si je devais me risquer à une prévision, j'aurais tendance à dire que ces enfants qui vont peut-être naître un jour de ces gamètes artificielles, quelle que soit la transmission épigénétique ou les altérations par rapport à la nature de ce qui pourrait être fait, je pense
que ces enfants iront bien. Tout simplement parce que dans ma pratique et puis en écoutant les différents débats, j'ai l'impression que l'être humain est davantage résilient que biologique. Et peut-être tant que le désir n'est pas artificiel pour les parents, eh ben peut-être que l'enfant, parce que c'est un être humain, eh ben il ira bien. Donc c'est une prévision, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais en tout cas, je voulais élargir un peu le débat par rapport à ça. Merci Aurélien. Il y a une question au fond de la salle? Non, c'est un commentaire, toujours Jean-François Elfrécy. Je vous écoute et c'est vraiment avec grand intérêt. Et je pense qu'il faut en effet qu'on évolue. Néanmoins, vous avez tous conscience, et en particulier les scientifiques et les juristes autour de cette table, qu'on est dans un pays qui est géré depuis maintenant de nombreuses années par le principe de précaution. On l'a même porté à son plus haut niveau, puisqu'on l'a inscrit à un moment donné dans la Constitution. Et qu'il a, je veux dire, des choses solides aussi pour lesquelles on s'appuie là-dessus. Donc, on est probablement à un moment où il va falloir basculer et arriver à sortir ce pays, et donc une série de décisions politiques, uniquement de la vision du principe de précaution, pour laisser en effet une place sur l'innovation scientifique, et que la France, et en particulier certaines disciplines, puissent rester dans la compétition internationale. Merci Jean-François pour cette déclaration qui me conduit à partir d'ici avec beaucoup d'espoir. Bien sûr, François. Je voudrais rebondir sur ceci. Je crois que ça ne se passera que si chacun est conscient de ses responsabilités au sens premier, c'est-à-dire qu'il appartient, comme le disait d'ailleurs le président François Mitterrand dès 1983, aux instances qui saisissent le comité consultatif national éthique de tirer les conclusions de ses avis et recommandations. Mais en étant bien conscient que chacun est responsable et doit rester à sa place. Et les différentes instances éthiques doivent effectivement avoir un discours qui doit être transparent, publier les avis dissidents pour qu'enfin le politique reprenne ses responsabilités et tranche. Et que peut-être qu'effectivement, il appartient au discours des instances éthiques de dire le principe de précaution placé à ce niveau d'intensité juridique n'est peut-être pas ce qui se fait de mieux pour l'évolution de notre société en termes de recherche et de progrès. Après, que les politiques que vous choisissez prennent leurs responsabilités. Nous sommes dans une démos kratos, et il ne faut pas confondre les genres. Et puis vous pouvez compter sur les juristes pour, en bon tabellion, transcrire ce que le politique aura décidé. Catherine ? Oui, je voudrais poser une question justement aux juristes. Il y a des recommandations qui sont portées aux politiques par le CCNE suite à des états généraux qui va auditionner autant la population et les associations diverses et variées et les sociétés savantes. Moi, ma question, c'est comment le politique, finalement, va prendre sa décision. Qu'est-ce qui va rentrer en ligne de compte avec ces recommandations pour qu'il puisse prendre sa décision? Est-ce que le financier a un rôle important? Est-ce que, effectivement, l'engagement du politique en place à ce moment-là est aussi important? Donc voilà, je me pose toujours la question de savoir sur quels critères finalement ils vont soit ne pas accepter une recommandation, soit au contraire l'accepter. Alors, il ne vous aura pas échappé que je ne suis pas un élu de la République, donc comment le politique se décide, je préfère ne pas répondre de façon évidente, parce que je ne le suis pas. Est-ce que la dimension économique, oui, bien entendu, on l'a vu sur d'autres évolutions majeures de société en 2013, au moment de la loi pour le mariage pour tous, on n'a pas ouvert, comme c'était prévu dans certains amendements, à la procréation pour les couples de même sexe. Pourquoi ?
parce qu'il y a eu une petite alarme en disant attention, financièrement ça a des conséquences. Je ne dis pas que ça a été le vecteur de la non-évolution, mais ça a pu y participer. Moi, ce que je crois, c'est qu'il est absolument essentiel que les discours soient bien clairs et qu'il appartient aux différentes instances éthiques d'aider à la promotion des savoirs. Après, comment le politique fait son choix, je crois que le plus grand danger qui nous guette, et on a pu voir ces dérives ici ou ailleurs, c'est que finalement, le discours des institutions crée une institutionnalisation. Et que finalement, le politique se dise, c'est pas moi, c'est eux. Et finalement qu'on soit derrière un alibi politique. On l'a vu dans le discours de certains très hauts responsables politiques dans les dernières décennies, je suivrai l'avis du comité. Non, le politique n'est pas là pour suivre, sinon ça peut scléroser la parole et limiter la parole. Je crois qu'on est un peu dans une confusion des genres parfois dans ce pays et qu'il faudrait que les rôles de chacun soient redéfinis pour qu'on libère la parole. Moi, je ferai aussi un commentaire sur la question pertinente que tu poses, Catherine. Moi non plus, je ne suis pas un élu de la République, mais je pense que l'angle médico-économique, c'est un élément important à prendre en compte, enfin j'ose espérer. Mais en même temps, moi, je voudrais dire à nos parlementaires, quand même c'est eux qui vont légiférer et en débattre, c'est l'offre du soin. Si on veut mettre fin à des milliers de couples qui prennent la route, moi je viens d'une ville de midi de la France, Montpellier, à 3 heures de route en voiture de Barcelone, je crois qu'on ne peut continuer à condamner toutes ces formes de procréation touristique sans pour autant réfléchir à ces questions chez nous en France et élargir l'offre de soins. Mais bien entendu, l'angle médico-économique, c'est un aspect, c'est un volet auquel l'homme politique, sûrement, ils vont en tenir en compte. Oui, je pense que le problème que vous posez est très intéressant et que c'est extrêmement heureux. Et il faut en remercier tout le monde qui a participé à la création de cette semaine de la bioéthique. Mais je dirais qu'on a les mêmes problèmes dans tous les domaines scientifiques, que ce soit en astrophysique aujourd'hui, où les problèmes de qu'est-ce que l'univers et qu'est-ce que nous y faisons sont extrêmement régulés et où la censure s'exprime sans que personne s'en rende beaucoup compte. Et de même, je dirais, puisqu'on est à peu de distance d'une centrale nucléaire et à peu de distance du centre d'enfouissement des déchets nucléaires, je pense qu'on a le même problème partout. La science avance et pour l'instant, elle ne touche qu'une minorité parce qu'il n'y a que la moitié des humains qui savent lire et écrire. Donc il faut arriver à ce que le mouvement soit partagé par tous et apprendre à lire et à écrire à un enfant, c'est tout aussi important que faire une grande découverte scientifique. Et je crois qu'on peut vous remercier pour avoir organisé le débat, mais qu'il faut l'amplifier encore plus parce que tel qu'il est, c'est une étape très positive. Mais il faut il y a des milliers de personnes qui nous suivent en live, donc tous ceux qui s'y intéressent peuvent suivre le débat. Moi, j'avais encore une petite question sur la liberté d'inventer et de découvrir. Il se trouve qu'à une table ronde précédente, quelqu'un a décrit le mécanisme des autorisations en disant j'ai mis 24 mois pour faire telle et telle chose. Et je crois, toi, Samir, également, tu as été confronté à la très grande inertie de l'administration française. Or là, des choses vont très vite. Je me mets à la place d'un chercheur ou même d'une compagnie pharmaceutique qui se dirait tiens, le marché du sperme artificiel est un marché qui va pouvoir me rapporter des milliards, mais il faut que je mette au point la méthode et la technique. C'est sûr qu'il ne va pas s'installer ici où chaque autorisation met 24 mois. Il va aller chercher ailleurs et si ça marche, on va importer chez nous très lâchement des choses qui auront été établies en dehors de toutes les règles éthiques avec ce qu'on pourrait appeler une sorte de colonialisme scientifique,
C'est-à-dire qu'on va essayer sur les autres qui ne peuvent pas se défendre, et si ça marche, n'oubliez pas de nous téléphoner pour qu'on l'utilise chez nous. Est-ce que, et ma question elle s'adresse aussi à Pierre, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de se sortir de cette, j'allais dire, médiocrité éthique qui consiste à bien protéger les Français au détriment de tous ceux qui ne le sont pas? Pierre, tu réponds ou je réponds? Vas-y, moi je ferai un commentaire. Je trouve que tu y vas fort dans tes... Non, mais incontestablement, il y a un problème d'équilibre à trouver. Et tout à l'heure, à propos de ta discussion, juste avant ta question, mais je vais y revenir, je me disais que dans tout ça, il y a un problème de rythme qui compte. Et le rythme de l'acquisition des connaissances scientifiques n'est pas forcément le même que le rythme de l'intégration de ces concepts dans notre vie, dans notre société, etc. Mais ça s'est toujours produit. Je n'étais pas là à l'époque, mais autant que je le sache, quand les premières locomotives à vapeur ont commencé à être développées, il y a aussi eu un problème parce qu'un tas de gens qui étaient contre le fait qu'on puisse supprimer le cheval pour se transporter, avoir des locomotives, etc. Et puis finalement, on a intégré et que le train fait partie de la société, même si quelquefois il pose des problèmes d'accident, mais c'était intégré. Et donc avec la biologie et avec nos problèmes, c'est pareil. Il y a un rythme d'acquisition des nouvelles connaissances. Il y a le rythme d'acquisition par la société, puis il y a aussi le rythme d'acquisition par les personnes concernées. Moi, j'ai toujours été sidéré de la manière dont chaque fois qu'il y avait une nouvelle technique qui était développée, j'ai vécu ça avec les premières fécondations in vitro. Tout de suite, on a eu des coups de téléphone de personnes qui disaient « Ah, mais moi, dans ma situation, est-ce que je ne pourrais pas avoir recours à etc. » et qui mettaient en avant sa situation personnelle. Donc, je crois qu'il y a cette question de rythme. Alors après, comment gérer ça en permettant l'innovation et en faisant en sorte que tout marche au mieux? Tu as raison, c'est compliqué. Moi, je crois que la loi est importante. Pendant un certain temps, je m'interrogeais sur la loi, mais je crois qu'elle est importante. Comme je disais ce matin, il y a des grands principes et puis il y a des choses plus pratiques. Mais que la loi n'est pas suffisante et qu'il ne faut pas croire que parce que dans une loi a adopté quelque chose ou autorisé quelque chose, automatiquement après, ça va être intégré à la société. On a de bons exemples dans notre domaine. C'est le don d'ovocytes, par exemple. Le don d'ovocytes a été autorisé par la loi en 1994, n'a jamais été mis en œuvre correctement en France parce qu'on n'a pas donné les moyens au centre pour réaliser cette activité. Et aujourd'hui, beaucoup des femmes qui pourraient bénéficier d'un don d'ovocytes en accord avec la loi vont en Belgique ou en Espagne parce qu'elles ne peuvent pas avoir cette activité en France. Alors, où ça coince? Ça coince dans l'application, la mise en œuvre de la loi, qui se situe de deux manières, c'est-à-dire mettre un système administratif qui va gérer ça. Et on nous a expliqué, je crois ce matin, que certains décrets mettent 4-5 ans à sortir après la loi pour pouvoir autoriser quelque chose ou permettre qu'on mette en œuvre quelque chose. Et puis après, il y a les moyens économiques, les moyens pour faire les choses. Alors quand il s'agit d'industries pharmaceutiques qui, eux, ont des perspectives de profit, ça va très vite. Quand il s'agit de pouvoirs publics qui doivent développer des activités pour répondre aux besoins de la population et qui n'a pas forcément de profit à la clé, ça va moins vite, ou ça ne va pas du tout. Et donc il faut arriver à faire marcher ensemble les différents leviers de décision, de pouvoir, etc., pour que ça marche. Moi, personnellement, et je crois que c'est un des problèmes de notre loi de bioéthique, c'est que je trouve souvent qu'il y a un peu trop d'administration pointilleuse qui est plutôt freinatrice que facilitatrice. Le résultat, pour moi, le plus exemplaire, c'est la recherche sur l'embryon, qui a été interdite pendant très longtemps par la loi. Il y a eu, depuis 1994, il y a eu 5 lois sur la recherche sur l'embryon. Et les décrets d'application, quelquefois, ils ont mis 2 ans ou 3 ans à sortir. Donc, vous imaginez, en 20 ans, quand on voulait faire de la recherche sur l'embryon, il est toujours dans l'incertitude réglementaire, etc. Mais, depuis 2013, il y a une loi qui a été votée qui a supprimé l'interdiction de recherche sur l'embryon. Maintenant, là, on peut faire de la recherche sur l'embryon humain. Donc, on pourrait se dire, génial, on peut maintenant faire de la recherche.
Sauf que la réglementation derrière qui encadre la recherche est toujours la même, toujours aussi pointilleuse. Et que sans parler des actions de la Fondation Jérôme Lejeune, qui fait tout aussi pour empêcher, même sur le plan de la gestion administrative des autorisations de recherche, etc., c'est tellement compliqué, c'est tellement difficile, que moi je connais un certain nombre de chercheurs, mais Samir pourrait en parler mieux que moi, qui se découragent totalement et qui finalement renoncent à faire des recherches pour lesquelles ils seraient très compétents, qui seraient très, très utiles, mais qu'ils ne le font pas parce qu'il y a ce carcan administratif. Donc je crois qu'il faut aussi réfléchir à cette dimension-là. Moi, je voudrais répondre à cette remarque pertinente d'Israël. Je dirais deux choses. Effectivement, compte tenu de la complexité que Pierre et toi, vous venez de décrire avec brio, c'est la raison pour laquelle, quand en 2007, la première publication est tombée sur les cellules souches induites, eh bien, qu'ils soient les instances religieuses au sens large ou d'autres associations, ils ont dit « c'est très bien, maintenant, on laisse tranquille l'embryon humain préimplantatoire ». Eh bien, les mêmes prix Nobel de 2012, ils sont s'élevés tout de suite pour dire « attention, il faudra continuer à mener la recherche en parallèle, soit on est capable de rendre les cellules souches induites avec la même caractéristique qu'une cellule souche issue d'un embryon préimplantatoire, mais on ne sait pas tout. Donc il faut mener les parallèles. Mais par contre, en conséquence, de point de vue purement pratique, pour que les chercheurs échappent à cette lourdeur administrative, eh bien beaucoup d'équipes, ils ont laissé tomber carrément les cellules souches embryonnaires parce que ça tombe sur le coup de la loi, au profit de travailler sur les cellules EPS, issues des cellules adultes différenciées, où il n'y a pas de réglementation. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, je crois qu'il faudra que la France aussi arrête de plaidoyer ce que j'appellerais la plaidoirie en faveur d'une éthique de transgression. Je m'explique, l'exemple même, le don d'ovocytes, on dit gratuit en France, on sait qu'il est rémunéré à l'étranger, les caisses d'assurance maladie en France participent sur le frais, concernant le frais financier aux couples qui partent à l'étranger compte tenu de la pénurie de dons d'ovocytes. Donc est-ce que la France pourrait rester à cultiver ce que j'appelle une éthique de transgression, interdit chez nous, autorisé à l'étranger? Dernière question. Moi, je me pose la question, parce que vous condamnez beaucoup la politique et l'administration, mais je pense que c'est aussi une histoire de mentalité auprès de la population qui a peut-être peur de ces recherches, justement, et qu'on avance de ce côté-là, enfin, par rapport au politiquement correct, quelque part. Je sais pas. Ouais. Ça me permet de répondre et de dire plusieurs choses. Je pense que ça marche. Je pense que ce serait intéressant quand même. Alors, ce qu'on fait, on le fait bien, mais on peut peut-être se remettre en question et on peut aussi regarder ce qui se passe à l'extérieur de notre pays et comment les autres pays qui ont mis une loi de bioéthique, donc qui encadre l'assistance médicale à la procréation et la recherche sur l'embryon, se sont débrouillés avec ça. Ça ne veut pas dire qu'on va faire exactement comme eux, mais on peut s'en inspirer et essayer de trouver des solutions pour un peu modéliser ou changer le modèle de notre loi de bioéthique française. Ça, c'est une première chose. La recherche sur l'embryon, la recherche en général, pas sur l'embryon, mais la recherche en général, est aussi, on le voit bien, beaucoup plus souple et beaucoup plus rapide que celle qu'on fait en France. Et de la même façon, je pense qu'on pourrait s'inspirer de ce qui se passe à l'étranger, parce que ça permettrait probablement d'avancer aussi et de pouvoir enfin se remettre dans ce train infernal qui est cette recherche en général. Et puis, pour compléter ce qu'il vient de dire, et je le reprendrai juste dans le détail, aujourd'hui, quand une femme va à l'étranger pour faire un don d'ovocytes, et en particulier nos patientes de 40 ans, qui ont envie d'avoir une grossesse, qui ont souvent une infertilité liée à l'âge, et pour lesquelles on va leur demander d'attendre 2 à 3 ans, voire 4 ans, pour obtenir un ovocyte en France, ces patientes vont pouvoir partir à l'étranger dans des centres d'AMP qui sont normalement interdits par la loi française, qui interdit le don d'ovocytes dans les centres privés et qui interdit le dédommagement des donneuses. Or, la majorité des centres pour lesquels elles vont faire ce don, seront des centres privés pour la majorité,
avec des donneuses qui sont dédommagées. Et la sécurité sociale rembourse un tiers des frais quasiment de leur déplacement. Donc il y a là une hypocrisie majeure et effectivement je suis tout à fait d'accord avec Samir, il faut que ça s'arrête très clairement et que notre loi puisse s'adapter pour permettre à ces femmes d'obtenir chez nous des dons d'ovocytes le mieux possible. Il nous reste à remercier cette table ronde très brillante au nom de tous.